Il y a une autre question qu'on vous pose, c'est si l'État français est à la hauteur sur les questions, sur les dossiers qui sont en cours, notamment Air France KLM, Ascoval, Ford ou encore Alstom Siemens. Bruno Le Maire rencontre ce vendredi son homologue néerlandais. Dans un premier temps, le ministre de l'économie avait dénoncé une opération inamicale. Il est revenu sur cette question ce matin. On l'écoute. Laissons la gouvernance d'Air France KLM gérer les affaires et n'ayons pas des États qui interviennent pour des raisons politiques et qui, au bout du compte, fragilisent l'entreprise. La seule chose qui compte pour moi, c'est que l'entreprise soit solide, qu'elle dégage des bénéfices. Alors, on a dit que Bruno Le Maire était assez vindicatif, tapait du poing sur la table. Quand on entend ça, quand même, on a un petit peu du mal à le croire et on a du mal à croire à cette fameuse phrase qu'il a dite « Je ne baisserai pas les bras », comme on a du mal à le croire sur les autres dossiers, non, Erwan Lenoir ? Non, pas vraiment. Je pense que le ministre de l'économie actuel est à l'image de tous les ministres précédents. Ils ont des sincérités qui changent d'une minute ou d'une demi-heure à l'autre. Et donc, à un moment, il est scandaleux qu'un État étranger intervienne. Vous dites la même chose que moi. Exactement. C'est quand la sincérité change, c'est qu'on a du mal à les croire. Non, mais ils sont... On a du mal à croire à cette fermeté. Il y a pas... Alors, non, je ne crois pas à la cohérence de sa politique qui ne lui est pas propre. C'est, je pense, quelque chose d'assez structurel aux ministres de l'économie qui sont succédés. Je pense par contre qu'il est sincère et qu'il a dans sa volonté d'agir et que sur le fond, moi je ne me choque pas que l'État dise on doit trouver une solution. La question, on va dire, le rôle de l'État. Non, ce qui me choquerait, c'est que l'État intervienne. Par contre, que l'État dise il y a des gens qui vont perdre un emploi, il y a dans le cas pas d'Air France, mais dans le cas de Blanquefort, il y a des gens qui vont perdre un emploi et si je peux aider à retrouver un repreneur, je le fais, ça ne me choque pas, le rôle du politique, il est là aussi. Par contre, pour moi, ça veut dire juste aller démarcher les investisseurs, les aider à les trouver, s'il peut le faire. Mais ça ne veut pas dire aller mettre de l'argent, ça ne veut pas dire aller mettre des aides, parce que ça, de toute manière, c'est juste prolonger un peu plus... C'est contre la conviction libérale. Mais ça, évidemment, mais ça peut marcher. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si ça marchait, si l'offre était suffisante, était convaincante, la demande serait déjà là. Voilà. Les aides, elles ont été versées. Ford, il a quand même touché, je crois, autour de 175 millions. C'était des aides massives. Donc les aides, elles ont été données. On voit bien que ça n'a pas changé ni la stratégie, ni le devenir. Subsidiaire, Céline Pina, justement, puisque vous avez pris la parole. Ok, je comprends vos arguments et je crois que là, il y a une unanimité. Décidément, aujourd'hui, il y a beaucoup de savonnage, pardonnez-moi, autour de ce plateau. Est-ce que c'est votre avis, d'ailleurs? Dites-le nous. Sur le fait que vous ne voulez pas que l'État intervienne et l'État nationalise. Est-ce que, pour autant, il ne faut pas qu'on en revienne à cette notion d'État stratège, comme le voulait notamment Arnaud Montebourg ou les amis de Jean-Pierre Chevènement? En fait, la vraie question, c'est qu'on a réussi parfois, notamment dans le cadre de l'Europe, je me souviens de la CECA, quand on a créé l'Europe, le fait de faire l'Europe du charbon et de l'acier était un vrai objectif qui était à la fois politique, qui était souverain, puisqu'il permettait d'assurer une économie, qui répondait à une vraie problématique, qui était la problématique de l'énergie. Aujourd'hui, on voit bien dans toutes ces affaires qu'on n'arrive plus à le faire. On vient de casser Airbus, est en train un peu de se casser la figure. Dans l'histoire de Siemens et d'Alstom, on se dit, mais bon sang, il y avait d'autres acteurs, on aurait peut-être pu réfléchir à une Europe des transports et en fait commencer à regarder le monde en se disant, aujourd'hui, on est sur des puissances qui sont en déclin à l'intérieur de l'Europe. L'Europe pourrait être une vraie puissance économique si elle arrête de faire du sociétal, si elle arrête de se mêler de ce qui ne le regarde pas, des mœurs, qu'elle laisse un minimum de souveraineté au pays et qu'elle se remette sur des enjeux stratégiques et sur de l'économique. Et là, on n'a pas de levier. Et on se plante, que ce soit sur KLM Air France, que ce soit... on voit bien qu'il y a un vrai problème de stratégie. Non, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe en soi. Là, ce qui est intéressant, alors on dit Ford, Ascoval et Air France KLM, c'est trois dossiers qui sont quand même très différents, qui sont situés dans des endroits différents, avec des problématiques différentes. Le point commun, c'est pour ça qu'on les a mis. Le point commun, c'est Bruno Le Maire qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Le point commun, c'est Bruno Le Maire qui fait beaucoup de bruit. Sur Air France KLM, par exemple, on se rend compte que les Hollandais deviennent français.
Et les Français s'en offusquent. C'est-à-dire que, comme vous dites, Bruno Le Maire tape du poing sur la table, ça passe pas inaperçu auprès de nos voisins, qui eux ont aussi des participations dans les entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Alors, sur le fond, ils sont un petit peu inquiets sur la gouvernance d'Air France-KLM. Ils en ont un petit peu marre. Non, mais ils ont le droit. Ils ont un petit peu marre sur les syndicats français qui sont intransigeants. Effectivement, il y a un problème de rentabilité entre les deux partenaires. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est mis en place. Et l'État néerlandais a décidé qu'il fallait rétablir un équilibre en rentrant. Que vous êtes. Non, ça ne me plaît pas parce que si vous voulez, moi, ça pose la question de la participation de l'État. Ça permet de régler le problème des syndicats. Ça pose la question de la participation de l'État parce qu'en fait, le problème se pose parce que l'État français est actionnaire d'Air France-KLM. Et du coup, on se retrouve avec un problème de gouvernance, un problème économique de l'entreprise, une crise maintenant diplomatique, un problème européen. Donc, au final, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vraiment il faut que l'État participe à ces entreprises? Je voudrais que celui qui a les origines néerlandaises sur cette plateau puisse répondre. Et on vous redonne la parole après, Erwan. Oui, enfin, quitte à passer pour un agent double, mais j'ai lu la presse néerlandaise, justement. Et la presse néerlandaise, elle nous renvoie un petit peu à nous-mêmes. C'est-à-dire que est un stratège et demi. Hein. Je veux dire, les Néerlandais, en plus, un État stratège qui a un excédent budgétaire, 3,5% de chômage, a les moyens de sa politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et que demain matin, si les Néerlandais le veulent, ils peuvent racheter toute Air France, mais comme ça, en une journée. Bon. On rappellera quand même que c'est Air France qui a relevé KLM au départ. Je parle de l'État néerlandais. Mais non. Alors ça c'est une légende urbaine. Hein. C'est pas du tout Air France qui a remonté KLM. Et je vous signale qu'actuellement, depuis 20 ans... KLM perdait de l'argent quand Air France l'a racheté. Sauf qu'aujourd'hui, 80% des bénéfices du trust sont amenés par KLM. 80%, c'est pas rien. Et tout ça, toutes nos grèves d'Air France, rappelez-vous l'an dernier, écoutez, c'est très simple. Hein, c'est la fourmi, la cigale et la fourmi. Hein. La fourmi se trouva très dépourvue quand Air France fut venue. C'est-à-dire que les pilotes de la KLM, c'est aussi simple que ça, en ont marre de faire des efforts de productivité pour le syndicat des pilotes de ligne d'Air France. Ça c'est pour la partie Air France. Appelons les choses par leur Air France KLM. On voit les Néerlandais donc remonter au capital. On voit également dans d'autres dossiers les Allemands défendre leurs intérêts et leurs procédures, même quand la France accepte d'amputer une partie de sa souveraineté pour fabriquer des armes en commun. Ça, c'est à retrouver dans le Figaro aujourd'hui. Voici ce que, notamment ces exemples, inspirent aux députés des Hauts-de-Seine et grands promoteurs de l'idée d'Europe puissance, qui, me semble-t-il, est partagée sur ce plateau, Jean-Louis Borlorge. Et moi, j'ai connu une Europe au cours des 30 dernières années où, quand on était en désaccord, les chefs d'État se réunissaient, ils s'entendaient bien, bon, ils étaient tous au pouvoir, ils étaient contents d'être là, et l'un disait « j'ai un problème », et les autres disaient « comment on peut t'aider ?» Et on essayait de trouver des solutions. Là, on a, avec la Hongrie, avec la Pologne, l'affaire des hélicoptères en Pologne, ça a été aussi extrêmement brutal, avec l'Italie, avec les Pays-Bas, on a une situation de tension qui est extrêmement préoccupante et qui correspond d'ailleurs à la tension qu'on observe à l'intérieur de nos États. Nous avons un raidissement, une brutalisation des rapports internationaux. Alors, Rose nous dit à l'instant, je pense que notre gouvernement, ça saute, je pense que notre gouvernement se moque sincèrement du sort des entreprises françaises et de leur personnel. Moi, je comprends la tristesse de notre ami Bourlange, mais maintenant, comme le dit dans l'Opinion, justement ce matin, le chef économiste Philippe Wester, à partir du moment où la Chine et les États-Unis ne jouent pas le jeu de la libre concurrence, que Bruxelles ne défend pas les intérêts des pays européens et même de l'Europe puissance, normal que chaque État défende ses intérêts, non ? Oui, mais là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Louis Bourlange, il dit qu'il y a une dislocation des intérêts européens en accusant notamment les pays d'Europe de l'Est et les Pays-Bas. C'est peut-être vrai sur des questions de sécurité, ça fait longtemps, mais depuis qu'ils sont entrés, on sait que l'Europe de l'Est a un tropisme pro-américain qui est beaucoup plus prononcé. Bon, ça, mais là, aujourd'hui, sur les questions économiques, si la France est dans cette situation, c'est parce qu'elle a donné des leçons de morale économique à toute l'Europe depuis des années, alors qu'on a un bilan économique qui est catastrophique. Sur l'histoire des hélicoptères polonais, parce que là j'avais suivi l'affaire de près, moi je me souviens, les membres du cabinet de Jean-Yves Le Drian tonitruant contre les Polonais en les accusant de fachos, je cite, à l'époque, et je leur disais, mais les Polonais, on leur avait dit, on leur vend des hélicoptères, c'est pour ça notamment qu'on arrête de vendre les navires Mistral aux Russes. Il y a une mesure simple dans ces cas-là.
on reprend le contrat des navires Mistral avec les Russes et on dit aux Polonais, vous avez préféré les hélicoptères américains aux hélicoptères français, voilà, nous, on revient à nos contrats. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne rentre pas dans ce rapport de force d'intérêt national? En fait, on le fait, on parle des Polonais, mais on peut parler de l'Italie l'année dernière avec Fincantieri et STX France, justement, où là, l'État a nationalisé temporairement. Je peux vous dire que les Italiens s'en souviennent. Ce serait bien d'avoir un Italien sur ce plateau. Il nous parlerait justement de l'activisme, du brutalisme même français, justement, au niveau économique. Donc on est les premiers à faire ça. On est les premiers. On joue les vierges effarouchées aujourd'hui et on est les premiers justement à monter au créneau. L'État français qui, encore une fois, tape sur la table dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose. Donc je pense que si il y a ce problème en Europe, la France en est responsable. Et parce que c'est elle qui l'utilise comme une stratégie gouvernementale. Et ça ne remonte pas à Macron, ça remonte bien avant. C'est une philosophie, malheureusement, une philosophie politique française de croire que l'interventionnisme de l'État peut tout régler. Bon, je crois que la vision de la France va gouverner l'Europe. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça malgré tout. C'est qu'en fait, on a quand même, dès le départ, quand on a choisi d'élargir l'Europe et de l'élargir massivement, tous les débats à l'époque disaient plus vous l'élargissez, plus vous allez la diluer, et des accords à 28, vous n'en obtiendrez pas sur un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, on l'a vu, même sur l'euro, on a été obligé de réduire la voilure. Et de plus en plus, on a dit, finalement, l'élargissement se fera contre l'approfondissement. Et de fait, avec l'élargissement, on a fini par tuer la seule politique intégrée qu'on avait en Europe, qui était à l'époque la PAC. Donc aujourd'hui, on est en train de pleurer, et les mêmes sont en train de pleurer sur des situations qu'ils ont installées. À 28, ça va être un peu compliqué d'avoir une Europe puissance, surtout avec quand même des gens dont les intérêts commencent à s'éloigner de plus en plus. Oui, je précise que pour l'histoire de Fincantieri et d'STX, justement, nous avons eu ici en plateau un Italien qui est venu... Très bien, je vais peut-être rappeler, ce qui était drôle, c'est que sur les nationalisations temporaires, et moi je suis pour, je pense que c'est un outil de souveraineté excellent. Je pense que ça n'a pas aidé l'Europe de le faire ça. Un de ceux qui l'a fait, c'était Sarkozy en l'occurrence, et qui l'a fait dans un cadre très précis, sur un moment... Après, on ne peut pas accuser les autres de faire la même chose que nous. Non, mais ça ne me choque pas, mais je veux dire, il l'a fait sur un cadre cohérent. Il y a quand même une vraie différence. Là, on parle de deux pays. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur l'approfondissement, mais on parle de l'élargissement et l'approfondissement, mais on parle de deux pays fondateurs, l'Italie et les Pays-Bas. Donc c'est quand même plus compliqué. Mais dans cette affaire, ne mélangeons pas tout, parce qu'on mélange vraiment tout. Il s'agit là, non pas du tout de diminuer une compagnie européenne, il s'agit de rapports de force internes au sein d'une puissance européenne. Qu'elle soit plus néerlandaise ou plus française, c'est un autre sujet. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre mentalité française, si elle est moins française, c'est qu'elle est moins européenne. Regardez bien le raisonnement, le sophisme qu'on commet en permanence. C'est que la souveraineté européenne veut dire la souveraineté française. Et ça, les Néerlandais ne le supportent pas parce que ça fait 50 ans qui se tapent cette idée. Cela dit, je vous trouve sévère, Christophe de Vogue. Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée? C'est à chaque fois, les Français acceptent d'amputer leur souveraineté pour construire l'Europe, et quand ils voient les autres pays défendre leurs intérêts nationaux, ils trouvent qu'ils ne jouent pas ce jeu. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Regardez bien, depuis, par exemple, l'euro, qu'on accuse de tous les maux en ce moment, quel est le pays qui s'endette à si bon compte et qui ne fait aucun effort? La France. Mais voilà. Donc... arrêtons, nous profitons au maximum. Alors, et là, plus personne ne parle de souveraineté quand il s'agit d'avoir de taux d'intérêt à 0,5%, j'ai remarqué. Mais rassurez-vous, un message d'espoir, vous verrez qu'il y aura un accord entre les Français et les Néerlandais. On va peut-être redonner un mot aux internautes, Erwan, avant de vous rendre la parole. Est-ce que vous trouvez que l'État français gère mal ces dossiers-là? Eh bien, vous êtes une large majorité à répondre oui à 75%. Pour autant, Nicole nous dit ce n'est pas à eux, donc à l'État, de gérer des entreprises privées. Comme ils se plantent à chaque fois, ils devraient s'abstenir. Donc ça devrait réjouir Erwan Le Nohan d'entendre un commentaire comme le vôtre, Nicole. Le gouvernement français nous explique qu'en gros, défendre notre souveraineté et nos intérêts, c'est génial, nous dit Babineau, pas pour nos voisins. Brunito, l'État n'est pas capable de maintenir bénéficiaires des entreprises en situation de monopole. Comment imaginer qu'ils puissent redresser des entreprises déficitaires? Nationaliser temporairement est ridicule, nous dit Minouchette. De toute façon, lorsque les industries en sont à ce point, rien ne peut les sauver. Babineau encore, Air France grignotait KLM petit à petit. Le gouvernement néerlandais rentre dans le rapport de force, c'est leur droit. Et Nicole estime qu'Air France sera coulée par les syndicats. Donc on peut comprendre que les Néerlandais ne veillent pas à être trop liés à Air France. Ça devrait réjouir Christophe de Vogue. Les syndicats ont aussi leur rôle à jouer. Il ne faut pas tout jeter, nous dit Sitch.
Mais je vais rejoindre exactement ce qui vient d'être dit. Sur les syndicats Non, tout ce qui a été dit avant. Mais sur les syndicats aussi, mais les syndicats, ça sera un autre débat. L'organisation des syndicats français, leur légitimité, etc. Et leur représentativité. Ils ont évidemment un rôle à jouer dans une vraie démocratie sociale, ce qui n'est pas la France. Mais pour revenir sur ce que disaient vos internautes, sur ce qu'on disait sur Air France, le problème d'Air France depuis le début, depuis des années, c'est la présence de l'État. Et ça rejoint votre question sur l'État stratège. Est-ce que l'État stratège existe? Non. Il n'y a pas un seul exemple qui vous montre que l'État stratège existe. Vous avez même un rapport de la Cour des comptes qui vous dit qu'ils ont deux problèmes. L'État a deux problèmes. Un, il est encore plus rapace que les autres fonds. Il demande des dividendes à ses participations qui sont absolument extraordinairement élevés. Et il n'a pas de vision. Donc on arrive à des échecs réguliers de l'État stratège parce que ça ne fonctionne pas. Bien, c'est sur ces paroles, cet article de foi donc, de Erwan Le Nohan qu'on abandonnera ce sujet. Étayé d'éléments, bien entendu, d'arguments en tous les cas. Et le débat continue. Il y a un autre débat qui est, lui, pressant et qui préoccupe énormément les Français, d'après ce que révèle le sondage qui sera à lire et à retrouver dès ce soir sur lefigaro.fr. Faut-il rapatrier